Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui je vous parle de The Gauntlet, un collectif américain de jeux de rôle qui fonctionne sur une idée quand même assez originale. Donc partir d'une même prémisse, un simple prompt narratif, et laisser chaque maître de jeu en faire sa propre version. Donc, on part d'un même point de départ, mais des dizaines d'histoires différentes selon les styles, les mécaniques et l'inspiration de chacun peuvent naître. Donc, pour illustrer ce concept-là, je vais prendre un exemple sur deux romans de Stephen King, ou en fait de Richard Bachman, donc The Long Walk et The Running Man, donc deux récits où des compétitions mortelles deviennent des spectacles pour le public. On va regarder comment chaque Dungeon Master, maître de jeu, transformerait ce concept-là. Donc, une marche interminable, une chasse à l'homme télévisée ou peut-être quelque chose d'encore plus inattendu. Donc, The Gauntlet, c'est un collectif américain connu pour ses jeux, comme Brindlewood Bay ou The Between, dont on a déjà parlé sur la chaîne, et pour proposer des prompts ou des thèmes de campagne sur une même base, puis laisser chaque maître de jeu les développer à sa manière. Donc, ce collectif-là est devenu une référence dans la communauté du jeu de rôle pour cette approche collaborative et diversifiée. Donc, The Gauntlet propose régulièrement des Gauntlet Primers, c'est-à-dire un concept central ou thématique, entre guillemets, là, un prompt, que plusieurs maîtres de jeu utilisent comme point de départ. Donc, chaque maître de jeu interprète ce prompt-là selon son style, son univers et les mécaniques de son système de jeu, ce qui donne des campagnes radicalement différentes à partir d'une même idée de base. Donc, sur leur Discord, The Gauntlet propose régulièrement des prémices ou cadres thématiques conçus comme point de départ ouvert. Donc, le mécanisme est quand même très simple. On publie ou on propose une prémisse, un cadre de départ qui n'est pas un scénario complet, mais vraiment juste une idée forte, une situation initiale, une ambiance, un mystère ou un élément perturbateur. Donc, ce cadre-là est volontairement ouvert et ambigu pour permettre de multiples interprétations par les maîtres de jeu. Donc, ça peut autant être une phrase intrigante, par exemple, chaque nuit, la forêt respire plus fort. Ça pourrait être un lieu étrange avec quelques rumeurs associées ou un événement déclencheur qui ne donne pas encore les causes de l'événement ou la résolution. Donc, à partir de cette prémisse-là, The Gauntlet propose souvent des listes d'éléments, donc des personnages non-joueurs, des lieux, des objets, des menaces possibles à piocher ou à réinterpréter selon les envies. Propose aussi des questions ouvertes à poser aux joueurs pour qu'ils contribuent au monde et parfois des mécaniques aussi maison inspirées de systèmes comme Powered by the Apocalypse ou d'autres systèmes du genre. Donc, l'important derrière ça, c'est que rien n'est figé. Chaque maître de jeu choisit les morceaux qu'il veut garder, modifier ou ignorer. Chaque maître de jeu réinterprète, dans le fond, la prémisse selon son système préféré. Ça peut être autant D&D qu'un système PBTA, justement, de tomber dans l'OSR ou carrément le narratif pur. Le maître de jeu choisit son ton aussi de campagne, là, de l'horreur lente à l'action pulp, en passant par l'intrigue politique ou l'exploration mystique, et la durée. Donc, on parle-tu d'un one-shot, d'une mini-campagne, d'une campagne longue. Donc, ça permet aux deux parties issues du même, aux différentes parties, je devrais dire, issues du même thème, d'être méconnaissables l'une de l'autre, même si elles partagent des racines communes. Donc, un exemple concret de Gauntlet, c'est avec le jeu Public Access. Donc, Public Access, c'est un jeu de rôle sur table qui suit un groupe de personnes en 2004, donc les Lacny de Deep Lake, qui enquêtent sur d'étranges mystères et autour de la ville de Deep Lake au Nouveau-Mexique. Donc, dans les années 80 et au début des années 90, Deep Lake abritait une célèbre chaîne de télévision publique, TV Odyssey, dont l'histoire et le destin, donc la station ayant littéralement disparu, suscitent de nombreuses spéculations sur Internet. Donc, au fil de leurs enquêtes, dis-je, à Deep Lake, les Latchkey, je devrais dire, prendront progressivement conscience du rôle central de TV Odyssey dans tout ce qui se passe et devront affronter la terrible vérité qui se cache au cœur de cette tristement célèbre chaîne. Donc, le prompt de départ, c'est un ancien réseau de télévision local dans les années 80 diffusait des programmes étranges et maintenant des fragments réapparaissent. Que se passe-t-il dans cette petite ville?
Donc, chaque maître de jeu décide si les émissions sont surnaturelles, technologiques ou purement psychologiques. Chaque maître de jeu décide du lieu et donc peut changer la ville, soit en ville côtière, en boucle de montagne, en banlieue industrielle. Il va moduler le ton. Donc, est-ce que c'est un thriller paranoïaque, une horreur cosmique, une enquête fantastique? Et donc, le résultat vient à être une multitude de campagnes différentes, toutes reliées par un ADN commun. Donc, mon exercice maintenant. Si on prend comme prompt, dans un futur dystopique, des compétitions implacables diffusées à la télévision forcent leurs participants à avancer jusqu'à l'épuisement ou mourir sous les yeux du public. On peut retrouver 2 romans que j'ai nommés tantôt. Donc, The Running Man et The Long Walk de Richard Bachman, aka Stephen King. Donc, tous les 2 romans ont été publiés à la fin des années 70, début des années 80, dans la période où King, justement, testait des concepts plus sombres et dystopiques sous le nom de Richard Bachman, et les 2 récits partagent un ton plus froid et cru que ses œuvres signées, habituellement, ou du moins pour l'époque, Stephen King, avec moins de surnaturel et plus de réalisme violent, je devrais dire. Donc, les 2 ouvrages présentent des univers dystopiques différents. Les 2 romans se déroulent dans un futur sombre, totalitaire et autoritaire. Les autorités ou corporations, selon le livre, exercent un contrôle quasi absolu sur la population, notamment par la manipulation de masse et la surveillance, et le divertissement extrême, il sert d'outil de propagande et de contrôle social. Donc, dans les 2 romans, là, on présente aussi des compétitions mortelles télévisées. Dans The Long Walk, il s'agit d'une marche sans fin organisée comme une compétition nationale, où les concurrents doivent marcher jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne en vie. Dans The Running Man, il s'agit plutôt d'un jeu télévisé où le candidat est traqué et tué s'il est capturé. Donc, dans les 2 cas, le spectacle consiste à faire mourir les participants sous les yeux d'un public qui se divertit de leur souffrance. On retrouve donc des protagonistes seuls contre le système. Les héros, qu'on parle de Ben Richard dans The Running Man ou Ray Garrity dans The Long Walk, sont des individus ordinaires, avec des raisons personnelles de participer je vais mettre des guillemets là-dessus, au jeu. Donc, ça peut être une question d'argent, de pression sociale ou de survie. Ils affrontent non seulement les conditions physiques extrêmes, mais aussi la manipulation psychologique des organisateurs et l'indifférence ou la cruauté du public. Les 2 romans présentent une critique sociale. Dans les 2 histoires, King dénonce la déshumanisation, le voyeurisme et la fascination morbide pour la violence. Il montre un monde où les élites exploitent les pauvres pour distraire la population et maintenir l'ordre. Donc, les jeux servent de métaphore pour l'exploitation capitaliste et la banalisation de la souffrance. Dans The Long Walk, King présente une métaphore de la guerre du Vietnam. Ainsi, The Running Man et The Long Walk sont tous les 2 des dystopies à la Richard Bachman, là, qui utilise la structure d'un concours mortel pour explorer les mêmes thèmes. La cruauté des masses, la manipulation des médias et l'impossibilité d'échapper à un système oppressif. La différence principale tient surtout au rythme et à la forme. The Long Walk est plus introspectif et psychologique. The Running Man est plus dynamique et axé sur la fuite et l'action. Dans The Long Walk, l'action est linéaire et se déroule presque en temps réel, du début jusqu'à la fin de la marche. Donc, le rythme est lent, il est répétitif et reflète l'épuisement physique et mental des participants. Donc, l'accent est vraiment mis sur l'usure psychologique et la relation entre les marcheurs qui se crée avec le temps, avec la notion et la connaissance que seul un de ceux-ci va survivre. Donc, pour survivre, il faut absolument que quelqu'un d'autre meure, ou en fait que tous les autres meurent. Dans The Running Man, la structure est épisodique, avec des nombreux lieux, des situations différentes. Donc, le rythme est rapide, alternant des poursuites, des scènes d'action et des interactions avec différents personnages. Le héros est toujours en mouvement et change régulièrement d'environnement. Je tiens à dire, par contre, autant parce que les sorties des films se font en septembre-octobre 2025, que les films sont quand même, eux aussi, différents des romans. Je ferai pas une grande critique parce que j'ai pas vu les 2 films étant pas encore sortis quand je tourne la vidéo, mais les personnes qui participent à The Long Walk sont triées différemment dans le film. Il y a moins de participants. Juste la bande-annonce de Running Man, on voit que le film est beaucoup plus
sans dire violent, beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'explosion. Je pense que dans le livre, le personnage principal a un fusil vraiment vers la fin, voire presque jamais dans tout le livre. Donc, on n'est vraiment pas dans un grand film d'action. Ce qui fait que l'œuvre s'éloigne possiblement du film et surtout du film qui a été fait dans les années 80 avec Arnold Schwarzenegger. Donc, la nature de la compétition est aussi différente dans les deux ouvrages. Dans The Long Walk, il s'agit d'une épreuve unique et continue. Donc, c'est marcher sans s'arrêter sous peine d'être abattu. Les 100 participants doivent maintenir un rythme de 4000 à l'heure, jour et nuit, sinon ils vont être fusillés après 3 avertissements là, à 30 secondes d'intervalle. S'il n'y a pas de possibilité de se cacher ou d'élaborer de stratégies complexes, seule l'endurance compte. Ils ne peuvent pas fuir, s'ils quittent la route, ils se font fusiller. Donc, le cadre est fixe, une route ininterrompue à travers le Maine et la Nouvelle-Angleterre et le décor est monotone, volontairement étouffant. L'atmosphère du roman est oppressante et lente, les tensions montent par petites couches avec l'épuisement des personnages. Donc, la mort est inévitable, la fatalité est omniprésente et le danger est là tout au long du livre. C'est aussi voulu qu'on comprenne plus ou moins les motivations des protagonistes, où on présente celles-ci comme quelque chose d'un peu futile dans le cadre actuel de la marche où tout le monde va mourir. Donc, les participants se sont engagés dans la compétition souvent par bravade ou par orgueil, sans réaliser la réalité de la compétition en soi. Donc, le parallèle, comme j'ai dit, avec l'engagement des jeunes dans la guerre du Vietnam est clair et les relations créées rapidement entre eux-ci face à la mort imminente est un aspect important du livre. Donc, il s'agit d'une allégorie sur la compétition, le conformisme, la banalisation de la violence par tradition. Il y a une dimension quand même existentielle. Là. La marche devient une métaphore de la vie et de la mort qui est face à nous. Dans The Running Man, il s'agit d'un jeu de chasse où le participant doit survivre 30 jours tout en étant traqué par des hunters, donc des chasseurs, et dénoncé par la population. Donc, les gens qui donnent des indices qui peuvent mener à la découverte ou à la mort du protagoniste ont des prix en argent. Donc, la ruse, le déguisement, l'évasion sont au cœur de la survie. L'action se déroule dans différents quartiers, différentes villes, différentes régions des États-Unis, offrant un monde plus vaste et diversifié. Au niveau de l'atmosphère du roman, on est plus proche du thriller d'action avec suspense, rebondissement et violence plus explosive, mais comme je dis, clairement pas autant que ce qui est annoncé dans le prochain film ou pas prochain film si vous écoutez ça plus tard que la sortie du film. Voilà. Donc, le ton est plus nerveux, parfois plus satirique aussi. Dans le livre, le héros participe pour obtenir de l'argent afin de soigner sa fille malade. Donc, les motivations sont claires, personnelles, profondément liées à l'injustice sociale, à la division des classes sociales et la pauvreté qui règne. De plus, dans le roman, King présente des enjeux liés à la justice environnementale. Le livre, c'est une satire du capitalisme médiatique et du voyeurisme télévisuel, et l'accent est sur la manipulation de masse et la collusion entre État et médias. Et pour un livre qui est sorti, comme j'ai dit, fin des années 70, début des années 80, le message environnemental est quand même très fort et très clair. Donc, ces romans-là sont de bonnes sources d'inspiration pour le jeu de rôle en général, si on sort même de l'idée là, de la prémisse semblable. Donc, pour The Long Walk, la structure de scénario est centrée sur l'endurance. On peut penser à une campagne ou un one-shot où les personnages doivent accomplir un trajet physique constant avec un rythme lent mais implacable. Chaque étape devient l'occasion de présenter un défi. Donc, la météo peut entrer en jeu, la tension entre les joueurs, des hallucinations, des rencontres hostiles. On peut utiliser des mécaniques liées à la constitution, à l'endurance, autant physique que mentale des personnages joueurs. Donc, la gestion de la fatigue ou de la faim, des conflits internes dans le groupe sont au cœur de la narrative. Donc, on utilise des mécaniques de jeu pour mesurer l'usure mentale, les effets de la privation de sommeil aussi. Donc, des jeux qui peuvent avoir des notions de sanité peuvent être utilisés. Je pense à un jeu comme Truth Bank Chronicle, que j'adore, ou d'autres jeux où les personnages joueurs ne sont pas des héros, où les mécaniques de survie sont bien développées et les personnages joueurs là, sont, j'allais dire, de simples mortels. Aussi, au niveau du scénario, les joueurs savent qu'un seul va pouvoir gagner ou survivre à la fin, ce qui modifie les dynamiques d'alliance et de trahison. Donc, c'est idéal pour un scénario... si vous voulez faire du PVP, là, du personnage contre personnage narratif, les joueurs ne pouvant s'attaquer physiquement, mais se décourager ou aussi s'entraider éventuellement.
De son côté, The Running Man présente une chasse à l'homme à grande échelle. On peut penser à des scénarios où les personnages joueurs sont poursuivis par des ennemis puissants avec la possibilité de se cacher par des pièges pour se défendre ou retourner les poursuivants contre eux. Ici, la gestion du temps, c'est une ressource cruciale. On peut aussi présenter des décors variés et épisodiques, chaque segment du scénario se déroulant dans un lieu différent. Donc, on peut faire des moments de scénario en ville ou en centre-ville, si on fait ça dans la modernité, dans des zones industrielles, dans des campagnes isolées. On peut se perdre dans le bois, carrément, si on veut aussi, offrant des défis uniques à chaque fois. Donc, c'est idéal pour un rythme soutenu, des retournements rapides. On peut penser à des systèmes de jeu plus légers. L'OSR serait super bien adapté pour ce genre de scénario-là, avec des règles simples. Donc, dans ce scénario-là, les personnages non-joueurs peuvent dénoncer ou aider les personnages joueurs, créant des dilemmes constants. On peut aussi faire des règles pour gérer la réputation des personnages ou la prime sur leur tête qui influence les rencontres. Finalement, on peut s'amuser avec l'aspect de la satire sociale en mettant des éléments de propagande, des caméras, des commentaires en direct pendant l'action. Donc, le maître de jeu peut s'amuser à être un commentateur de ce que font les joueurs ou les personnages joueurs en direct et quand il y a des actions un peu risquées ou un peu saugrenues, les revirer contre eux, toujours pour le plaisir de tout le monde autour de la table. Donc, les joueurs peuvent tenter de manipuler l'opinion publique aussi pour gagner du soutien. Si les joueurs font des choses vraiment cool, le maître de jeu peut dire « Hey, l'opinion publique veut que ça dure plus longtemps. » Donc, il peut y avoir une dynamique qui se crée à ce niveau-là. Donc, je vous donne un dernier exemple de prémisse et d'exécution qu'on pourrait faire, là, si on revient à notre idée principale de une prémisse avec différentes exécutions. Donc, voilà, c'est pour la route, pour que vous ayez plus d'idées dans votre sac à idées. Donc, on pourrait avoir un scénario qui se nomme le train de minuit. Donc, chaque soir, un train passe en gare, mais personne ne le voit arriver ni repartir. Parfois, il manque des voyageurs au matin. Je vous présente 3 déclinaisons possibles par 3 maîtres de jeu différents avec cette idée-là, avec l'esprit de The Gauntlet qu'on peut faire avec cette idée-là. Donc, le maître de jeu, tige numéro 1, choisit l'horreur psychologique avec un jeu comme l'Appel of Cthulhu ou Brindlewood Bay ou un système Gumshoe. Donc, l'angle choisi, c'est que le train, c'est une manifestation surnaturelle liée à des disparitions inexpliquées. Pour le scénario, les personnages joueurs enquêtent dans une petite ville où les habitants disparaissent mystérieusement chaque semaine. Les rares témoins parlent d'un train spectral qui s'arrête en gare à minuit pile. Donc, l'ambiance est celle de la paranoïa, des cauchemars, des visions, du doute constant entre la réalité et l'hallucination. Le maître de jeu numéro 2, lui, décide de faire une aventure pulp avec Donjons Dragons 5e édition, Pathfinder ou Savage World. Donc, l'angle choisi est que le train est un portail dimensionnel. Les personnages joueurs doivent protéger un artefact qui attire les conducteurs d'outre-monde. Donc, chaque passage du train ouvre une brèche vers une dimension hostile. On parle d'une ambiance remplie d'action, d'exploration, de plans parallèles et de combats contre des créatures venues d'ailleurs ou d'autres plans. Finalement, le maître de jeu numéro 3, lui, choisit un drame social dystopique avec The Sprawl, Apocalypse World ou Cyberpunk Red. Donc ici, le train est bien réel, mais effacé de la mémoire collective par le gouvernement. Donc les personnages joueurs découvrent que le train de minuit sert à déporter des dissidents politiques et à les faire disparaître. Donc la population est conditionnée pour ignorer son existence. On est ici dans un trailer politique avec des infiltrations, des dilemmes moraux et un ennemi qui est partout, parce que c'est le gouvernement. Ça vous donne une idée comment une même prémisse peut être dans des systèmes totalement différents. Donc, c'est ça la force vraiment du collectif The Gauntlet, démontrer qu'un même point de départ peut donner naissance à des histoires radicalement différentes selon la sensibilité et l'imagination du maître de jeu. Donc, quand on pense à des prémices comme celles de The Long Walk ou de Running Man, on voit bien à quel point un simple concept peut se décliner en dizaines de variantes, de l'introspectif au spectaculaire, du minimaliste au satirique. Donc, c'est cette liberté créative qui fait battre le cœur du jeu de rôle et qui nous rappelle que peu importe la prémisse commune, chaque table invente toujours sa propre version de l'histoire. Donc, en commentaire, je serais curieuse de voir vous prêter au jeu. Donc, avec la prémisse, là, dans un futur dystopique, des compétitions implacables diffusées à la télévision forcent leurs participants à avancer jusqu'à l'épuisement ou mourir sous les yeux du public. Je serais curieuse de savoir quel genre de partie vous feriez, avec quel système, avec quel ton,
dans quel monde environ, donc élargir la prémisse de base. Ça serait quoi votre setting initial? Quel ton vous utiliseriez, dis-je. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, si vous aimez ce genre d'exercice-là, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à venir vous abonner à la chaîne de Cours Critique sur YouTube et même à venir nous voir sur Patreon si ce n'est pas déjà fait. Donc, sur ce, ben, je vous dis à la prochaine.